La population du Nord Kivu vit un moment très difficile. Donc, lorsque nous sommes lancés, congrès, notre pensée va vers cette population qui est en train de revivre une histoire triste. Après avoir envahi et semé le désarroi dans les régions de Bunagana et de Rutshuru, les terroristes de M23, essentiellement déployés sur notre territoire par les Rwandais et soutenus par l'Ouganda, sont à nouveau à la porte de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette énième agression, bien sûr, nous le savons déjà, puisque les hôpitaux sont devenus des baromètres de violences dans notre région, agite le spectre des viols et des massacres de populations civiles. Cette situation non seulement agite ce spectre, mais ravive les blessures des crimes de masse commis dans cette région ces 2 dernières décennies par l'AFDEL, RCD, CNDP, M23 et beaucoup d'autres groupes armés qui agissent dans la région. Vivant avec les victimes de violences sexuelles, je sais que le simple fait d'évoquer qu'il y a encore des troubles dans le parage, nos actions de prise en charge psychologique sont déjà remises en cause, puisque le simple seulement fait de rappeler pour beaucoup de victimes, savoir que ces atrocités peuvent se répéter, ça entraîne qu'elles développent d'autres troubles. Les atrocités, malheureusement, commises par ces groupes armés, ont été finement et scientifiquement documentées par les experts des Nations Unies dans les rapports mapping qui les qualifient de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire même des crimes de génocide. Malgré l'extrême gravité de ces crimes, les recommandations malheureusement de ces rapports qui a été publié en 2010, à ce jour est lettre morte. Au rapport mapping, il faudrait aussi ajouter de nombreux autres rapports du Conseil de sécurité des Nations Unies et de plusieurs organisations internationales, dont Human Rights Watch, qui depuis 2012 ont établi que les membres, par exemple, du M23, sont responsables des crimes à grande échelle sur des populations civiles, et ceci y compris même des exécutions sommaires et des viols. Et nous savons que ces viols sont souvent collectifs, des viols massifs, des viols spectaculaires. En dépit de ces divers rapports et de quelques courageuses condamnations diplomatiques, force est de constater qu'au regard de l'ampleur et de la souffrance des femmes et des enfants du Congo, depuis 3 décennies, la réaction de la communauté internationale reste très molle face au drame congolais, en contraste par exemple avec la mobilisation tous azimuts des pays occidentaux en réaction de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ici, je précise, je suis parmi des personnes qui croient que la réaction des pays occidentaux par rapport à ce qui se passe en Ukraine me donne l'espoir qu'en fait, ça s'est passé loin. Aujourd'hui, ça se passe proche de l'Europe et que peut-être nous allons dans une nouvelle forme de réagir par rapport aux violences sexuelles, aux conflits armés qui détruisent des communautés entières. Je tiens à signaler
qu'à l'heure où je vous parle, nos équipes de Panzi, de la Fondation Panzi et de Global Survivor Fund sont en Ukraine. Nous sommes allés en Ukraine sur l'invitation du gouvernement ukrainien, puisque nous croyons que la souffrance est universelle, la réponse doit être autant. Et donc nous croyons fermement que cette réaction de la communauté internationale pourrait nous amener également à ce que les choses de notre côté changent. Mesdames et messieurs, l'humanisme et la responsabilité de protéger que nous avons en commun nous invitent d'une part à nous indigner face à la souffrance de l'autre, de compatir avec lui, mais aussi et surtout d'œuvrer pour que justice et réparation lui soient rendues. C'est de notre responsabilité, nous tous, de réagir et d'agir. C'est cet élan de cœur qui explique votre présence ici, une présence qui nous fait honneur et que nous saluons chaleureusement. Je sais, beaucoup parmi vous ont été sur les pages de vos ambassades qui vous disent « n'allez pas au Congo, c'est un endroit très dangereux ». Vous aviez bravé ça. Je pense que nous, les Congolais qui sommes là, nous pouvons vous applaudir. Vous avez fait des milliers de kilomètres, bravant ces doutes et épouvantails de toutes sortes pour être présents à nos côtés, au Congrès, à l'UEA et ici à Panzi. Mesdames et messieurs, cette publicité qui est faite contre la République démocratique du Congo, vous devez être nos ambassadeurs pour dire que le Congo, on peut y vivre. Le Congo, c'est un pays où il peut faire beau vivre. Nous comptons beaucoup sur vous pour apporter cette nouvelle, puisque je crois que ce que vous trouvez sur vos pages, ce n'est pas toujours la vérité, mais en fait, c'est pour décourager et nous abandonner à nous-mêmes. Votre présence témoigne en premier lieu votre intérêt pour la question des violences sexuelles liées au conflit. C'est un champ d'action et de recherche dans lequel je suis engagé depuis bientôt 2 décennies en tant que médecin, mais aussi en tant qu'enseignant et en tant qu'activiste et défendeur des droits humains. Et je dois dire que votre présence à ces congrès est aussi un gage de volonté de faire rupture avec l'hypocrisie. Quand vous êtes là, vous voulez tout simplement rompre avec l'hypocrisie. Vous voulez rompre avec l'indifférence et les climats d'impunité observés de la communauté internationale. Je suis certain qu'à travers vos universités, nous allons avoir des caisses de résonance pour rompre cette hypocrisie, cette indifférence qui continue à tuer. Et pourtant, les violences sexuelles, il s'agit bien de l'une des violations les plus graves des droits humains et des droits humanitaires, parmi lesquels les femmes et les filles sont souvent les cibles des belligérants. Ma conférence va s'articuler sur quelques sujets, quelques titres, à savoir d'abord cet impératif de justice. Et je crois, Naomi l'a très bien dit. Aujourd'hui, nous avons des protocoles, comment prendre en charge sur le plan médical une victime de violences sexuelles. Nous savons nos limites et nous savons sur quoi nous pouvons travailler pour améliorer cette prise en charge médicale. Sur le plan psychologique, je vois il y a 20 ans ce qu'on faisait, on était dans le tâtonnement. Aujourd'hui, je trouve que nous avons beaucoup avancé en ce qui concerne la prise en charge des adultes, mais quand je soignais le premier bébé, je posais toujours la question à mon amie Véronique,
est-ce que ces enfants, quelle mémoire ces enfants vont garder de ce qu'ils ont subi? Aujourd'hui, avec les études qui sont menées avec l'équipe de Liège, nous commençons à comprendre. Donc, il y a des progrès visibles sur le plan socio-économique. Nous avons beaucoup progressé. Avant, les femmes ne pouvaient pas parler. Elles nous disaient, j'ai été empalée par une vache au niveau de ma partie génitale. Elles nous racontaient des histoires. Aujourd'hui, les femmes ont libéré la parole. Et libérer la parole, c'est une force. Et on ne peut pas libérer la parole si on n'a pas une réponse de la société. C'est le reflet de la société qui permet aux femmes de pouvoir parler librement par rapport aux violences qu'elles subissent. Et sur le plan économique, je dois dire que les femmes en général, mais les femmes congolaises, sont des magiciennes. Avec l'équivalent d'un repas par jour, elles sont capables, demain, de vous dire, j'ai construit ma maison, mes enfants vont à l'école, j'ai vu une qui nous a dit, j'ai 25 000 $, elle a commencé avec 5 $. Ce n'est pas de la magie. Ces femmes sont formidables. Mais là où le bas blesse, c'est la justice. Le maillon faible de notre prise en charge, de la réparation que nous essayons de faire, c'est la justice. Et donc, l'impératif de la justice s'impose à nous aujourd'hui. Et pourquoi? Puisque tout simplement, les 3 piliers, normalement, sont pris en charge par la société civile. La justice, elle est rendue par l'État. Et ça nous rend une tâche très difficile. Notre expérience ici en République démocratique du Congo nous montre que la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit ne peut donc se concevoir et être efficace sans l'obligation de la justice. Parfois, nous avons l'impression que la justice est pour des personnes qui ont un certain niveau d'éducation. Je dois vous dire ici, non. C'est un besoin qui est très profond. Dans ces pays, l'absence de justice pour la majorité des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire a conduit tout simplement à une véritable culture de l'impunité, où les gens sont convaincus qu'ils peuvent poser des actes atroces et qu'il n'y aura aucune conséquence. À son tour, cette culture d'impunité explique en grande partie la perpétuation des atrocités et la répétition de ces atrocités, notamment la recrudescence de groupes armés comme aujourd'hui le M23. S'il n'y avait pas la culture de l'impunité, ceux qui sont repris déjà dans le rapport mapping ne seraient pas en train de demander de négocier pour avoir encore un peu plus, pour avoir tué, violé, détruit des villages. Et donc, vous comprenez que sans justice, on est dans une situation où en fait, c'est la loi du plus fort qui règle la société. Et si c'est le cas, ce n'est plus une société, ça devient une véritable jungle. Avec ces groupes armés, on a fait des accords politiques qui ont conclu pour amener la paix. Et malheureusement, tous ces accords ont placé les bourreaux aux commandes du pays et gratifié des criminels. Ceux qui vivent ici savent très bien que quelqu'un qui était hier colonel, quand il va en brousse, quand il fait la négociation, c'est pour être général. Au lieu d'aller dans une école de guerre pour apprendre à être général, nous avons inversé les choses avec l'impunité. Quand on est major, pour devenir colonel, il faut tuer, violer, et comme ça, on peut espérer pouvoir avoir des grades. Et donc, tous ces arrangements à court terme
sont un obstacle majeur à une véritable démarche d'installer ou d'instauration d'une paix durable dans cette région. Et telle est la raison pour laquelle, depuis plus d'une décennie, nous plaidons pour la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle holistique, susceptibles de briser ces cercles vicieux de la violence et de l'impunité, et comme cela a été fait d'ailleurs à des degrés différents au Rwanda. Vous aviez vu que c'était très violent. Nous avions vécu tous 1994, et quand vous allez au Rwanda, vous trouvez qu'il y a une très grande différence. Et cette violence, on l'a fait tout simplement traverser la frontière et on refuse d'appliquer les mêmes règles qu'on a appliquées de l'autre côté, de l'appliquer de l'autre côté du village. Et je pense que pour les scientifiques, si vous voulez étudier un tout petit peu ce que ça peut donner, faire une étude comparative, c'est étudier ce qui se passe au Rwanda, après qu'il y ait des mesures de la communauté internationale pour mettre fin à l'impunité, et regarder ce qui se passe en République démocratique du Congo, où on a laissé cours à l'impunité, les conséquences que cette impunité peut laisser. Mais il n'y a pas que le Rwanda. Sierra Leone, les femmes ont été également mutilées, utilisées de cette façon. Ça s'est arrêté grâce aux mesures d'une justice transitionnelle. Mesdames et messieurs, je le répète, la souffrance des victimes étant universelle, le droit à la justice doit être tout autant. Il n'y a aucune raison qu'on peut nous expliquer aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'on peut nous donner aujourd'hui pour dire que la population congolaise, la femme congolaise, la fille congolaise n'a pas droit à la justice. Les filles, les femmes congolaises ont droit, comme tous les autres peuples, à la justice, à la réparation. Elles ont droit à la non-répétition et elles ont droit à la vérité. Et je pense que nos amis qui travaillent dans différents piliers, spécialement les piliers légaux, nous devons absolument aborder cette question, sachant que nous sommes devenus malheureusement un champ d'expérimentation en République démocratique du Congo. Le deuxième point, c'est des réparations. Les leçons apprises de la tragédie congolaise et des drames des autres peuples montrent également que la justice ne peut se suffire sans la mise en place de mécanismes concrets de réparation en faveur des victimes. La justice et la réparation sont intimement liées. Vous ne pouvez pas rendre à quelqu'un la justice sans réparer les préjudices subis. Ils se complètent pour être efficaces à long terme et l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs en 2019, avec Nadia Mourad, ma lauréate du prix Nobel, nous avons créé le Fonds mondial pour les survivantes de violences sexuelles. Et ceci, c'était ensemble avec les survivantes que nous avions rencontrées, soignées, que nous avions accompagnées et qui allaient très bien, mais on a pu les réorganiser dans le réseau SEMA et nous sommes rendus compte que la réparation était un maillon manquant à nos efforts de prise en charge et d'accompagnement dans leur processus de résilience et de reconstruction. En effet, les réparations, telles que nous les concevons, sont un droit. Et ça doit passer. Les réparations, ce n'est pas un geste d'un bienfaiteur. Il ne faut jamais mettre dans la tête des victimes que vous les aidez, donc vous êtes un bienfaiteur et qu'elles doivent chanter votre nom le long des journées. C'est un droit que les victimes ont d'avoir une réparation. Ça doit être une priorité et une mesure de justice pour les victimes. Elles participent aux besoins des survivantes d'être reconnues comme telles par la société pour les préjudices et les souffrances subies. En droit international, les réparations prennent diverses formes allant de la restitution, de la compensation, de la satisfaction, de la réhabilitation et aux garanties de non-répétition. Lorsque vous faites une réparation, vous devez vous assurer que la victime elle est satisfaite, que la victime, en fait,
vous l'avez remis dans des conditions où elle peut recommencer. J'ai beaucoup aimé l'image que Naomi a donnée ici. Après la réhabilitation, en fait, on enlève ces habits des victimes et on recommence une nouvelle vie. C'est ça, ça permet à la victime de renaître de nouveau, de sentir que, en fait, elle est dans une société qui l'accepte. Et ces réparations peuvent être individuelles ou collectives. Nous avons été dans certains endroits où les victimes nous ont demandé, nous voulons par exemple qu'on nous construise une église pour que les ennemis, les belligérants, puissent se retrouver dans l'église et montrer tout simplement que nous tous, nous prions le même Dieu. J'avais trouvé ça formidable. J'étais à Chabunda où les femmes ont fait construire un monument de quelques mètres de hauteur avec une femme au sommet pour montrer la souffrance de la femme. Et j'ai posé la question, pourquoi cette femme est tournée à l'Est? Elles ont dit, tous nos malheurs viennent de l'Est. Il faut absolument que nos enfants puissent savoir que quand quelque chose commence à l'Est, il faut déjà être préparé. Je crois que la réparation permet en fait aux victimes d'avoir une satisfaction, mais aussi avoir la mémoire par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça peut être symbolique, tout comme ça peut être matériel. Il y a des femmes, par exemple, encore une fois à Chabunda, une femme d'une 60aine d'années qui avait été violée en présence des enfants, qui nous avait dit, allez chercher le président de la République et l'amener ici à Chabunda. Nous, en termes de réparation, nous savons travailler pour nous-mêmes, nous savons cultiver, nous pouvons produire des richesses. Nous n'avons pas besoin d'une réparation matérielle, nous voulons qu'on vienne nous présenter des excuses. Symboliquement, c'est nous qui mettons au monde les enfants. Nous ne pouvons pas comprendre qu'on amène des enfants pour nous souiller, nous humilier. Et donc, la réparation, si vous ne le faites pas dans le sens qui est demandé par les victimes, vous serez tout à fait à côté de leurs demandes. Ces processus participent au recouvrement de l'honneur et de la dignité par les survivantes qui ont été blessées au plus profond de leur intimité. Une femme qui a été humiliée de cette façon, elle va vous dire, je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai besoin qu'on me reconnaisse comme une femme, comme une mère. Donc, souvent stigmatisée, voire rejetée par les communautés, ce qui est le plus important, c'est comprendre ses besoins. Les survivants veulent voir ces préjudices tout simplement corrigés par des processus de réparation qui incluent des éléments que nous venons de citer, la compensation ou la reconnaissance tout simplement. J'aime bien le dire, lorsque les femmes vont en justice, ici en République démocratique du Congo, elles savent très bien que notre pays ne paye pas de réparation. Elles le savent, mais elles marchent 300 km pour venir à Kavumu, venir au tribunal de grande instance pour avoir quoi? Avoir juste un papier qui reconnaît que ce n'était pas de ma faute. On peut les appeler qui n'ont pas été et n'ont pas été dans de grandes universités, mais elles peuvent nous apprendre tout ce que nous lisons dans la justice transitionnelle ou tout ce que nous lisons en termes de réparation. Et quand vous posez la question, à chaque fois, elle vous sort le papier, elle dit, voilà, on a reconnu que cette personne-là était responsable de ce qui m'est arrivé. La réparation, c'est un outil très important pour lutter contre la stigmatisation. Dans la plupart des contextes, la violence sexuelle entraîne une perte de statut social. Il y a la honte, le fait d'être considéré comme sale. Nous avons vu des communautés où la femme qui a été violée est considérée comme une femme souillée, une femme sale, elle est rejetée. Mais elle peut faire aussi des complications qui sont liées à la santé telles que le VIH ou avoir, par exemple, une fistule, donc une communication entre les organes génitaux. Et ici, lorsque vous allez faire la réparation, vous devez tenir compte de cet aspect médical, donc pouvoir traiter, garantir à ce que cette femme puisse avoir un traitement des infections, mais avoir une intervention chirurgicale lorsque c'est nécessaire. Lorsqu'un enfant est né du viol, il faut savoir que c'est une épine irritative dans le pied de la victime et qu'il faut pouvoir aider la victime à faire face
à cet enfant qui va naître sans nom. J'ai vu des garçons qui sont rejetés ici à l'hôpital et malheureusement, il faut trouver des mécanismes, la société doit trouver des mécanismes pour réparer, pour que ces femmes ne puissent plus continuer à souffrir. J'étais au Nigeria, Madame Germaine, j'étais au Nigeria où j'avais rencontré les filles victimes de Boko Haram. Et ces jeunes filles victimes de Boko Haram, quand on leur avait parlé, j'étais avec ma collaboratrice Esther qui va vous parler après, ces filles nous ont dit, après toute la publicité qu'on a fait pour les filles de Boko Haram, ces filles ne pouvaient plus réintégrer l'école. Et donc, toute leur faute, c'était d'être filles à l'école. Et quand on les a récupérées des mains de Boko Haram, la seule chose qu'elles demandaient, c'était réintégrer l'école. Et c'était très difficile. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous dire que notre organisation va très prochainement, nous sommes en cours donc de mettre en place un système d'éducation pour les femmes, les filles de Boko Haram au Nigeria. Donc vous comprenez que cette réparation peut avoir plusieurs formes, peut être symbolique, peut être matérielle, peut être individuelle, peut être collective, mais ça nécessite assez qu'à chaque fois, on associe également la communauté, les victimes, etc. Qui est responsable qui doit faire la réparation? Les réparations sont d'abord de la responsabilité des États, puisque les États ont la responsabilité de nous protéger. Et lorsque nous ne sommes pas protégés par l'État qui devrait nous protéger, si quelque chose nous arrive, l'État a la responsabilité de réparer. Mais pas seulement l'État, mais aussi lorsqu'on connaît l'auteur du préjudice, il peut également faire cette réparation. Malheureusement, trop souvent, ils ne peuvent pas, ou au pire, ce qui est encore plus, je dirais, plus grave pour les victimes, c'est lorsque les responsables ne veulent pas. Nous avons rencontré des États qui ont des moyens, qui peuvent faire des réparations, mais qui décident tout simplement de ne pas les faire. Pendant 12 ans, nous nous sommes battus, nous c'est 6 ans, en Guinée-Conakry, pour que les femmes de Guinée-Conakry, violées le 28 septembre au stade de Conakry, aient une réparation. C'est un petit nombre, 120 femmes, on pouvait très bien faire une réparation. Mais il n'y avait pas la volonté, l'État ne voulait pas. Mais les femmes, une fois aidées, psychologiquement, elles se sont battues, et le 28 septembre est passé, le procès du 28 septembre a commencé, et nous sommes très fiers de voir que ces femmes ont enlevé leur voile, elles se sont battues en regardant leur bourreau dans les yeux. Donc, le responsable n'est pas toujours prêt, même s'il peut, souvent il ne veut pas. Alors, lorsque les gouvernements nationaux responsables n'agissent pas, la communauté internationale, y compris les autres États, puisque nous partageons la même humanité, les organisations internationales et les institutions financières internationales doivent se mobiliser pour garantir le droit des victimes et des survivants à la réparation, que ces droits soient respectés et leur faire comprendre, surtout aux victimes, qu'on ne les a pas oubliées, puisqu'il n'y a pas la chose la plus grave pour les victimes d'avoir ce sentiment d'être oubliées. La communauté internationale peut faire beaucoup de choses et de manières différentes. Je dois dire, la chose que moi je trouve la plus importante, c'est que nous tous, nous sommes des agents ici présents, peut-être des agents de la société civile, nous pouvons faire une pression sur le gouvernement. Lorsqu'un gouvernement est responsable, qui doit mener un programme de réparation, c'est à nous de pouvoir pousser ces gouvernements, de prendre ses responsabilités en faisant tout simplement des pressions diplomatiques sur les États qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités et fournir des réparations conformément aux normes internationales. Nous avons
Donc nous pouvons pousser également les États à reconnaître, comme la femme de Chabunda qui était violée en public, et la seule chose qu'elle voulait, c'est d'avoir le président de la République pour leur dire « Vous êtes notre fils, comment vous pouvez laisser la femme humiliée de cette façon ?» Je pense que ça peut apparaître comme en fait un superflu, mais c'est très important de reconnaître publiquement. Financer les réparations provisoires, et là aussi je pourrais m'étendre un tout petit peu. Il faut absolument, dans la procédure que nous faisons au Global Survivor Fund, on ne peut pas dire à quelqu'un d'attendre, lorsqu'il est dans un processus, d'attendre la réparation. Ça, c'est vraiment ne pas savoir se mettre à la place de la victime. Lorsqu'une femme a été violée, il y a des choses qu'elle doit absolument avoir le lendemain de cet acte. Lorsqu'elle a dit, elle doit déjà commencer à bénéficier d'une forme de réparation pour la permettre d'être capable. Nous recevons des femmes ici à Panzi qui sont à moitié habillées. Vous allez la demander à moitié nue d'aller en justice. Elle ne pourra jamais aller en justice. Il faut la mettre dans des conditions qui la permettent au moins de pouvoir exiger ses droits. Et ça, je crois que c'est nous qui devons le pousser à ce que, en fait, dès qu'elle a dénoncé, dès qu'elle a dit, dès que sa parole a été libérée, qu'elle puisse être soutenue. Nos amis juristes qui sont là, je sais qu'ils vont me dire la réparation est judiciaire, mais je crois que la réparation, elle est judiciaire, je suis d'accord, mais on ne doit pas attendre la mort de quelqu'un pour lui donner une réparation. Il faut le faire quand la personne est encore vivante et la justice se prononcera après pour donner une véritable réparation judiciaire. Il faut également investir dans la société civile puisque c'est elle qui connaît mieux en fait la société et qui peut aider. Alors, quand faut-il faire des réparations? Je venais de le dire, elles sont urgentes. Les survivantes ne peuvent jamais attendre. Le plus important, c'est de les faire quand la victime en a besoin. C'est à ce moment-là, lorsque vous attendez pour prévenir le VIH, en fait, lorsque la patiente va faire le VIH, ça sera trop tard. Il faut maintenant la soigner alors que vous pourriez prévenir. Donc, je reviens sur quand il faut le faire le plus tôt possible en identifiant le besoin de la victime, en sachant qu'est-ce qui va aider la victime le mieux de pouvoir tenir debout et de pouvoir réclamer ses droits là où elle doit réclamer ses droits. Comment on doit procéder? Et si peut-être pour terminer ces paragraphes, est-ce que vous savez que par exemple, les victimes de Bangladesh, de Cambodge, de Tchad par exemple, au Tchad, ces victimes, c'est depuis 1970. Comptez, si quelqu'un doit attendre depuis 1970 à aujourd'hui, il attend un procès pour qu'il ait la réparation, beaucoup ne seront plus là. Et dans ce cas-là, vous comprenez très bien que nos réparations ne servent à rien. Comment procéder? La réparation n'est pas seulement un droit, il est essentiel pour les survivantes de reconstruire leur vie et devenir des agents de changement. Absolument. Nous le voyons à Panzi, lorsque les femmes ont une réparation, toutes ces femmes, lorsqu'elles retournent dans leur village, ce sont des femmes qui deviennent des véritables agents de changement social qui reconstruisent. Et pour y parvenir, les réparations nécessitent une co-création. Et là, je peux peut-être insister un peu. La co-création est très très importante. Peut-être que nous sommes en train d'introduire ces mots de co-création, puisque je crois que souvent, les ONG, ils viennent avec la théorie. Et nous pensons parfois avec nos théories que nous connaissons mieux que la victime, que nous connaissons mieux que la personne que nous allons aider. Dans la co-création, il faut apprendre à poser des questions. Il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à suivre pour comprendre en fait quel va être votre rôle dans la réparation que vous êtes
en train de faire. Ces réparations doivent être centrées sur la victime. Ne forcez pas quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne saura jamais faire. Vous pouvez bien vouloir l'amener dans une direction, mais si la personne n'a pas la capacité, ça ne sera jamais une réparation. Ça va tout simplement exagérer la stigmatisation qu'elle craignait. Quelques mots sur le Global Survivor Fund. Et je pense que je vais peut-être laisser ma collaboratrice de pouvoir vous présenter, mais c'est un fonds que nous avions créé à cause de tous ces vides. Vous comprenez très bien que lorsqu'on parle de la réparation, il y a plein de vides, et malheureusement, c'était un mot qui était complètement creux. Donc, parler de la réparation, ça ne voudrait rien dire pour les victimes, puisque si vous attendez une réparation après 40 ans, vous ne serez plus là. Et avec Global Survivor Fund, je sais que nous avions été combattus sur le plan international. Les juristes nous ont montré que la réparation doit être judiciaire ou administrative. Mais aujourd'hui, je crois qu'Esther va nous présenter, c'est que le modèle que nous avons et que nous avons, d'en plus, nous avons fait des études pour déterminer qui peut recevoir cette aide. Et ces études ont porté sur 40 pays dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans 20 pays où nous essayons de progresser, dont la République démocratique du Congo, où en fait on fait des réparations pilotes. Je veux qu'Esther puisse insister sur ça, des réparations pilotes. Et nous voyons très bien les résultats, que lorsque vous donnez une réparation intérimaire, c'est-à-dire d'abord croire à la parole de la victime. Pourquoi nous mettons en cause, quand une femme vient, elle vous dit « j'ai été violée », pourquoi nous mettons en cause, il faut qu'elle prouve, puisque les pénalistes qui sont là, ils savent très bien que la première question qu'on pose à la femme, apporter la preuve. Une femme qui a été violée à Chabunda, qui doit venir se plaindre ici à Bukavu, qui marche à pied, quelle preuve vous voulez qu'elle puisse vous apporter? Quelle preuve? Et en pénal, on ne se prononce pas sans preuve. Le résultat, c'est que c'est toujours le bourreau qui est gagnant. Mais aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons la réparation intérimaire. Esther va vous expliquer. Nous avons des résultats probants qui montrent très bien qu'avec cette réparation intérimaire, les femmes sont capables de pouvoir avancer dans ce qu'elles font. Je crois qu'il y a quelques pays qu'elle va citer, mais je suis très content qu'avec ces projets pilotes, nous sommes au Kasaï, nous sommes à Minova et dans le Walungu, ou en République démocratique du Congo, mais nous sommes également en République centrafricaine, en Guinée-Conakry et en Irak, spécialement à Singer. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais souligner que pour de nombreuses survivantes, la réparation constitue le point de départ pour reconstruire leur vie et reste une priorité tout au long de leur vie. Notre message aux tortionnaires du monde entier et des tortionnaires en République démocratique du Congo est que jamais nous ne plierons devant l'horreur. Faites tout ce que vous voulez, la justice vous rattrapera un jour. On ne pliera jamais puisque vous essayez de violer les femmes de façon la plus spectaculaire pour taire notre communauté. Notre message est que notre morale nous impose d'avancer vers un monde qui doit être plus juste et plus égalitaire. J'aimerais vraiment conclure en disant que les survivantes ont été des pionnières en demandant la création du fonds. Aujourd'hui, elles n'attendent plus que notre mobilisation collective pour transcrire les efforts de plaidoyer en faveur des réparations au cœur de nos agendas scientifiques, parce que vous avez compris qu'il y a beaucoup de questions que vous, les scientifiques, vous devez apporter des réponses, vous devez tout simplement pouvoir dire aux dirigeants les résultats de vos recherches pour qu'on puisse modifier
la façon de voir et la façon de traiter les victimes de violences sexuelles. Je souhaite aussi rappeler avec insistance que ce travail de réparation s'inscrit dans un chantier plus large de la lutte contre l'impunité. Lorsque nous faisons la réparation, nous sommes en train également de lutter contre l'impunité. Ensemble, faisons de telle sorte que désormais, chaque commanditaire ou bourreau d'actes de violence sexuelle sache que ce crime ne restera plus jamais impuni. Cet impératif d'une justice holistique sous-entend que chaque victime a droit non seulement à des réparations, mais aussi à la justice, à la vérité, à des garanties de non-répétition des atrocités. Notre détermination à nous engager individuellement et nous tous collectivement en mettant nos ressources intellectuelles et nos forces au service de cette noble cause aura non seulement des effets immédiats sur la vie et la sécurité des milliers de femmes, des hommes et des enfants dans notre monde, mais également impactera la société que nous léguerons à nos petits-enfants. Cette société-là aura le visage de nos rêves, de nos combats d'aujourd'hui, un monde sans violence sexuelle. Je vous remercie.